Donc, nous allons commencer avec Cécile la première partie, la labellisation. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que les différents coordonnateurs vont nous parler un petit peu du plan qu'ils ont établi et puis aussi des perspectives. Et ça, c'est particulièrement important dans toute l'orientation pour le développement vers l'Europe que vient de rappeler Marc, par exemple. Voilà, je laisse la parole à Cécile. Merci beaucoup. En fait, on va commencer avec le professeur Vincent Cotin. Donc, on va commencer à l'heure, presque parfaitement. Donc, il va nous donner sa vision, je pense, et puis un peu les enjeux là pour les 5 années à venir concernant les centres labellisés Orphalangue. Ça nous a beaucoup occupé, mais je crois que ça va encore nous occuper. Merci beaucoup, Cécile. Bon, c'est un plaisir d'être à la journée RespiFil et effectivement, c'est quand même une filière qui est extrêmement dynamique avec l'impulsion d'Annick et puis maintenant de Marc. Alors, je vais essayer de respecter les temps et donc c'est plutôt un speed dating de Orphalangue puisque cette journée, elle est destinée à toute la filière, donc aux médecins, mais également à tous ceux qui travaillent dans les différents centres, et puis à nos partenaires des associations, et puis à des représentants de l'industrie aussi. Donc il s'agit de montrer l'avenir, mais aussi de rappeler quelles sont nos missions principales. Alors, comme je suis le premier des trois à parler, je rappelle quelles sont les missions d'un centre de référence pour montrer leur globalité. Et un centre de référence, ou les centres de référence, doivent d'abord assurer la prise en charge globale et cohérente des patients et de leurs proches, assurer les liens avec les établissements plus de proximité et les autres professionnels de santé, participer à l'amélioration des connaissances et des pratiques professionnelles. Donc, c'est vraiment dans nos missions de coordonner des PNDS ou des recommandations. Développer des outils de coordination, ce terme de coordination et de relation avec les autres professionnels est vraiment très très présent dans les missions. Et puis être l'interlocuteur des autorités administratives. Et je crois que cette journée illustre nos interactions. Alors, en plus du soin, puisque j'ai vraiment rappelé que la mission principale des centres experts Orphalangue, comme de tous les centres de référence, c'est avant tout le soin et la prise en charge au mieux des patients qui sont atteints d'une maladie rare. Notre réseau, d'abord est doté d'un conseil scientifique, je vais le montrer très rapidement, à une réunion plénière où vraiment tous ceux qui souhaitent participer aux activités maladies pulmonaires rares sont conviés. Depuis un peu moins longtemps, une charte de publication, parce que nos activités de publication augmentent. Et puis, on a des activités de recherche et de conseils, de PNDS, de recommandations. Et dans la recherche clinique, ça a été un choix depuis le début de diversifier les types d'activités. Il y a des essais thérapeutiques et je crois que le réseau a vraiment démontré sa capacité à mener des essais dans le réseau et de plus en plus, tous les centres participent à tous les essais. J'en ai listé certains exemples ici. Certains sont toujours ouverts ou commencent à ouvrir, comme Exafip 2 par exemple. Progression est ouvert, d'autres sont fermés et très bien publiés. Il y a des études observationnelles multicentriques, un peu à l'ancienne, mais ça reste important dans le domaine des maladies très rares. Et puis des registres prospectifs qu'il faut qu'on fasse vivre sans doute plus. Et je pense que c'est l'un des objectifs dans les années qui viennent, c'est de plus exploiter et de plus inclure dans ces registres. Orphalangue organise 6 RCP nationales sur les fibroses génétiques, les maladies kystiques, le déficit en alpha-antitrypsine, les urgences au cours des PID en association avec FAI2R, cancer et pneumopathie interstitielle, et puis plus récemment les PID dans un contexte d'exposition domestique ou professionnelle. Il y a eu 5 PNDS coordonnés, au moins 3 recommandations. Et puis, on va développer aussi plus régulièrement les formations spécifiques sur les pneumopathies interstitielles ou les domaines d'Orphalangue. Un des exemples, c'est celui du webinaire qui est organisé par RespiFil conjointement avec Orphalangue et la SPLF. Et puis, plusieurs centres ont des programmes labellisés d'éducation thérapeutique. Alors, je fais un petit peu de publicité. Je n'ai pas encore la plaquette pour cette année, mais le webinaire avait eu beaucoup de succès l'année dernière. Donc, c'est une formation en ligne sur les pneumopathies interstitielles. Cette année, il a lieu le 23 et 28 novembre. Et RespiFil a beaucoup travaillé pour que ce webinaire valide le développement professionnel continu. Donc, j'incite chacun à s'inscrire. J'ai dit qu'il y avait un
comité scientifique, alors il faudra le renouveler en fin d'année, mais je voulais surtout montrer en fait le fait qu'il y a des représentants, bien sûr, des centres de référence, mais aussi des centres de compétences, des CHG, des pneumologues libéraux, de Respira. Et puis, on a des relations avec un certain nombre d'associations de patients, et plus particulièrement avec l'association Fibrose Pulmonaire France et France Lymphangiole et Hématose. Je rappelais aussi le périmètre d'Orphalingue, je ne vais pas tout lire, mais Orphalingue, ce n'est pas seulement la fibrose pulmonaire, on fait les fibroses pulmonaires, mais aussi des formes rares, comme ici la fibroélastose, l'aspergillose bronchopulmonaire allergique, il y a des dyskinésies ciliaires ou d'autres formes de bronchectasie rares, le déficit en alpha-antitrypsine, la lame et les maladies kystiques. Donc, c'est un périmètre qui est large, la sarcoïdose. C'est un périmètre qui est large. Alors, on ne peut pas tout faire parfaitement, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles le réseau peu à peu s'étend. C'est parce qu'il faut joindre les efforts pour arriver à couvrir ces différents domaines d'expertise. Alors, puisque l'actualité, c'est la labellisation des centres, je vais aborder cette deuxième partie qui est consacrée aux centres labellisés. Alors, on attend toujours le décret, mais je fais comme si il était paru, et puis j'espère que tout sera comme on l'espère. Le petit mot d'introduction, c'est comment est-ce que ça s'est fait. Il y a une partie qui vient des textes et puis une partie qui vient de notre activité un peu consensuelle au sein des centres de référence qui étaient déjà labellisés pour voir quels critères on prenait. Pour les centres de compétences, donc c'est la partie de gauche, il faut suivre un certain nombre de patients, renseigner à la BNDMR, mais pour nous, il est aussi important que ce soit des centres qui participent aux activités du réseau, qui est vraiment identifié un ou plusieurs référents en maladies rares qui s'investissent, qui se forment, qui participent aux réunions et aux activités, et qui coordonnent une DMD, une discussion multidisciplinaire, avec des gens qui ont une expérience réelle dans ces pathologies, et notamment un radiologue. Et puis pour les centres de référence constitutifs, j'ai remis ce qui est issu des textes. Donc par rapport aux centres coordonnateurs, ça peut être une complémentarité d'expertise ou de recherche, ou une prise en charge à la fois pédiatrique et adulte, ou simplement une labellisation justifiée par la prévalence et la diversité des maladies. On a vu que c'était le cas pour les maladies pulmonaires rares de l'adulte. Et nous avons souhaité aussi prendre en compte d'autres éléments qui sont très importants pour les maladies rares, comme d'avoir une activité de publication, d'organiser une RCP nationale, ou d'avoir coordonné ou de prévoir de coordonner un PNDS. Alors, la carte de France, d'abord, il y a quelques noms qui changent. À l'occasion du dossier de labellisation, certains centres ont souhaité avoir un changement de coordonnateur. Je le fais apparaître ici parce que ça s'est fait au moment de la labellisation. Donc, vous voyez que c'est Maxime Patou pour la Pitié-Salpêtrière, Mathilde Dupré pour Besançon et Sylvie Deroy pour Nice. Et il y a aussi de nouveaux centres de compétences. Alors, pourquoi il y a de nouveaux centres ? J'ai montré les critères, mais l'objectif principal, il est de mieux couvrir le territoire, puisqu'on a une mission d'assurer l'équité devant les soins, et donc que les patients et les pneumologues qui adressent aux centres spécialisés n'aient pas trop de distance à parcourir. Donc, bienvenue à ces nouveaux centres qui, pour la plupart, sont des centres qui s'occupent de toutes les maladies pulmonaires rares de l'adulte. Une petite particularité pour Paris-Cochin qui a souhaité développer une expertise plus particulière dans les bronchectasies en dehors de la dyskinésie ciliaire et de la mucoviscidose. Mais tous les centres sont des centres orphelins qui donc participent au réseau. Alors, pour les centres de référence constitutifs, ici figurent ceux qui sont labellisés depuis 2017. J'ai fait apparaître le nom des coordonnateurs, mais également les domaines d'expertise particuliers. Hilario Nunes, sarcoïdose, connectivité, je ne vais peut-être pas tout lire, mais beaucoup d'activités. Donc on a le centre d'Avicenne coordonné par Hilario Nunes, de Bichat coordonné par Bruno Crestani, de la Pitié-Salpêtrière par Maxime Patou, de Tenon coordonné par Jacques Cadrenel, et de Dijon coordonné par Philippe Bognaud, et puis moi-même pour le centre coordonnateur. Et on a souhaité élargir encore un petit peu ce réseau des centres de référence constitutifs. Je vous ai
dit pourquoi, hein, c'est pour essayer de dynamiser encore un petit peu plus la recherche. Et on pense qu'en ayant plus de centres de référence constitutifs, avec chacun leur particularité, leur vraie justification, on peut donner encore un petit peu plus de dynamisme à l'activité du réseau en termes de recherche, de formation et bien sûr de prise en charge des patients. Alors voici les 3 centres de référence constitutifs qui sont proposés et qui sont normalement labellisés à partir de cette année pour les 5 années qui viennent. Un qui est à Rennes, coordonné par Stéphane Junot, un à Tours, coordonné par Sylvain Marchand-Adam, et un à Paris, Crèblin-Bicêtre, qui est coordonné par David Montagny en collaboration avec Jean-François Papon. Alors un petit mot sur ces 3 centres, et je finirai sur la présentation de ces 3 centres pour qu'on puisse avoir une brève discussion. Donc le centre de Tours, Sylvain Marchand-Adam, a une expertise, donc couvre toutes les maladies pulmonaires rares, mais avec des particularités sur notamment les anticorps thérapeutiques dans les pneumopathies interstitielles. Hein, vous avez en tête les essais Everhild avec le rituximab, l'apport de l'échographie thoracique dans les pneumopathies interstitielles, une unité de recherche et un intérêt particulier en recherche sur les catepsines. Les catepsines sont, j'allais dire à la mode, c'est pas le bon terme, mais d'actualité dans la recherche puisqu'il y a des thérapeutiques qui se développent. Et puis sur la pharmacocinétique des anticorps thérapeutiques, incluant le rituximab. Et Sylvain projette des recommandations sur la prise en charge des PID dans la polyarthrite rhumatoïde. Le deuxième nouveau centre de référence constitutif, c'est celui de Rennes de Stéphane Junot, avec une expertise sur l'ensemble des maladies pulmonaires rares et plus particulièrement un intérêt sur la protéinose alvéolaire et les aspects nutritionnels au cours des pneumopathies interstitielles, adossé sur une unité de recherche INSERM qui travaille sur les macrophages alvéolaires, sur les fibroblastes, mais c'est surtout un centre qui a une activité de recherche clinique et qui est particulièrement actif dans les inclusions dans tous les essais thérapeutiques et qui projette un PNDS sur la protéinose alvéolaire dont je pense qu'on a bien besoin parce que il y a des activités qui sont maintenant assez codifiées et très bientôt des recommandations internationales. Et puis le troisième et dernier centre de référence constitutif qui est nouveau venu dans le réseau Orphalingue, c'est celui coordonné par David Montagny avec Jean-François Papon, qui est bien sûr adossé au centre de référence coordonnateur de Marc Imbert Pulmotension, qui va donc être le pendant pour les maladies pulmonaires rares du centre Pulmotension à Crèblin-Bicêtre. Sur les maladies pulmonaires rares, mais en particulier leur atteinte vasculaire. Et puis, grâce à Jean-François Papon, sur l'atteinte ORL des maladies pulmonaires rares et la dyskinésie ciliaire primitive, puisque c'est un centre qui va donc être un centre de référence pour les dyskinésies ciliaires primitives adultes, avec une activité en unité INSERM et puis une activité de formation qui débute avec un DU sur les atteintes bronchiques et rhinosinusiennes. Voilà, et ma dernière diapositive avant de vous remercier, c'est celle-ci pour montrer que le maillage territorial petit à petit s'améliore. Hein, quand il y a eu les premières labellisations de centres de compétences, il y avait un centre coordonnateur et 9 centres de compétences. Là, on est à 29 centres au total. Alors, vous voyez qu'il y a encore des trous. Alors, ce sont des zones qui sont un petit peu moins peuplées en France, mais je crois qu'on essaye toujours de trouver le meilleur compromis entre des centres où il y a vraiment une expertise et un engagement dans les maladies pulmonaires rares, et puis la couverture du territoire qui peu à peu se fait et s'améliore. Et je suis convaincu que ce réseau aura encore du succès pour la recherche et la prise en charge des patients. Merci à tous ceux qui participent aux activités de ce réseau. Un peu long. C'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur le réseau Orphalingue et ses nouveaux centres, peut-être ? Alors pour respecter le temps, je ne les ai pas invités au micro, mais c'est eux qui ont préparé leurs diapositives. En tout cas, c'est super d'avoir tous ces centres nouveaux, je pense. Pour le centre de la France, peut-être il y a à Clermont-Ferrand une jeunesse qui arrive et qui pourra peut-être combler un petit peu le trou.
Alors, les endroits où il n'y a pas de centre de compétences ou de référence, il peut y avoir quand même des centres qui s'occupent très bien des pnéopathies interstitielles ou de certaines de ces pathologies, hein, bien entendu. Ouais. Donc, ce n'est pas des centres où il n'y a personne. Et effectivement, Clermont-Ferrand, c'est l'un des exemples où il y a des velléités et on est ravi d'avoir quelqu'un qui se forme, qui acquiert une expérience et qui probablement un jour pourra être centre de compétences. Donc, on est ouvert à de nouveaux centres. Vous voyez que petit à petit, le nombre augmente parce que les investissements de chacun augmentent. Mais il faut déjà avoir un candidat. Tout à fait.